Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre nouveau Queercast, un podcast en résonance avec l'exposition photo queer de Quentin Houda que le CAL Charleroi a eu la chance d'accueillir. On se lance aujourd'hui dans une discussion avec 3 invités dits queer. Cette discussion sera divisée en 2 épisodes. Dans celui-ci, on en apprendra plus sur la définition de ce terme, sur l'histoire et les parcours identitaires de nos invités, ainsi que sur les difficultés rencontrées pour être reconnus dans notre société. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, merci d'avoir répondu du coup à l'appel. Je suis super contente de vous accueillir tous ici. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter? On peut peut-être faire un petit tour de table. Donc, nom, prénom, si vous voulez rester anonyme, n'hésitez pas à inventer un nom, mais s'il est rigolo, c'est même encore mieux. Et voilà, votre âge, ce que vous faites dans la vie, tout ça. Bon, je vois que je vais commencer. Je m'appelle Adeline, j'ai 36 ans, je viens d'avoir 36 ans, je suis de la région de Charleroi, même si je n'y habite pas dans le centre-ville. Je travaille à la Défense en tant que militaire. Oui, en général, les gens réagissent un peu comme ça aussi, effectivement, en levant les yeux. Mais je suis militaire depuis 2006 déjà, donc ça fait un bail. Je suis également relativement investi dans certaines associations, comme le GRI, ainsi que Trans Kids Belgique. Je suis concerné en tant que femme transgenre pour ce podcast. J'ai fait mon coming out en janvier 2017 maintenant, déjà, donc ça fait 7 ans, déjà. Ça me semble déjà loin. Et ça m'était vraiment tombé dessus comme ça... même si je l'avais toujours eu un petit peu en tête comme ça, mais je savais pas mettre les mots dessus. Donc okay. Ça m'est vraiment tombé dessus. Et là, ça a tilté. Je me suis rendu compte comme ça, en pleine garde à Zaventem, pendant les opérations, juste après les attentats terroristes. Je montais de garde à l'aéroport et là, ça m'est tombé dessus. Et j'étais là en plein milieu, en train de passer le nouvel an là-bas, et je me suis dit, oh mince, je suis une femme en fait. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc pour ne pas aller plus loin dans ce parcours-là, puisqu'on va sûrement le détailler. J'adore tout ce qui est sport, et là pour le moment d'ailleurs je suis à fond dans le cyclisme. Je me suis inscrite avec une équipe féminine dans une fédération amateur en Belgique, donc ça me prend beaucoup de temps, et c'est vraiment devenu une passion très très forte. J'adore aussi la musique. J'apprends la guitare par moi-même via YouTube, et je crois que ça résume pas trop mal ma vie pour le moment. Exactement, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kaylan. Un peu difficile d'être anonyme avec ce prénom-là, je pense, surtout à Charleroi avec mon passé associatif. Du coup, moi, j'ai 30 ans. Je suis connu à Charleroi, en tout cas, surtout dans l'associatif, parce que j'ai travaillé pendant plus de 5 ans à la Maison Arc-en-Ciel. C'est pas mon seul investissement associatif d'ailleurs, parce que comme Adeline le disait tout à l'heure, je suis au GRI Wallonie-Bruxelles depuis 2015. Et j'y suis toujours, et je pense que je vais y rester encore un peu longtemps. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas très grave. Je vais de quitter la Maison Arc-en-Ciel de Charleroi pour travailler au Grand Hôpital de Charleroi. Alors comme ça a l'air d'être rien à voir. Mais j'ai été engagée pour travailler dans le tout nouveau service d'accompagnement des transidentités. Donc je suis super content. Et c'est pas tout au niveau professionnel, parce qu'en fait je quitte un temps plein pour travailler à mi-temps à l'hôpital. 4 heures par semaine en tant que conseiller TFE à l'Enalux, donc ça aussi c'est super chouette. J'aime beaucoup accompagner les futurs assistants sociaux, assistantes sociales, et je suis en train de lancer mon entreprise d'écriture thérapie, donc ça aussi me prend beaucoup de temps, et ça me permet de développer de nouvelles compétences que j'imaginais pas développer, comme aujourd'hui je me suis pris la tête toute la journée pour l'hébergement de mon site internet. Donc voilà, sinon je joue du violoncelle. Je suis en 4e année, et je serai toujours en 4e année l'année prochaine, parce que ça me prend beaucoup de temps d'aller en cours pour mon entreprise. Je monte ma boîte à l'IFA PME, donc c'est un peu mis en pause. Et sinon je lis et j'écris sans surprise, je pense, avec de l'écriture thérapie. Et alors peut-être une dernière chose qui me paraît assez importante, c'est que j'ai 4 chats, et j'aime énormément les chats. Oui, moi aussi, je comprends. C'est très important de le souligner. Oui. Et je pense que je peux laisser la main à un autre amoureux des chats. Je vois pas de quoi tu parles, Kaylan. Non, absolument pas. Déjà, bonjour à
Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Christophe, j'ai 37 ans. Je suis animateur jeunesse. Je suis originaire de la très jolie ville de Thoin. Voilà, je suis très fier d'être tudinien. Voilà, quoi qu'on en dise. Voilà, moi je milite plutôt dans le cadre de mon travail. En proposant des animations, en militant aussi auprès de mes collègues. Voilà, j'aime beaucoup quand ils reviennent vers moi en me disant mais tiens, j'étais face à une situation d'homophobie haute et ils me disent mais je me suis posé la question qu'est-ce que Christophe aurait dit. Et là je me dis qu'au bout de 5 ans, ouais, c'est une petite fierté de pouvoir entendre ça de la part de mes collègues en tout cas. Comme disait Kaïnen, je suis aussi un grand fan de chats, voilà, sur un plan beaucoup plus personnel, grand fan de jeux de rôle aussi. Et de l'univers Disney aussi, ça voilà. Je pense que je ne suis sans doute pas le seul. Que dire de plus. J'ai réalisé un travail de fin d'études sur les transidentités aussi. Voilà. J'étais le premier à parler de ces thématiques dans mon école. Et ça a ouvert la porte à plein d'autres choses. Et ce TFE, enfin en tout cas cette thématique, maintenant fait partie du programme de cours aussi. Donc autre fierté personnelle, voilà, un travail qui est devenu une matière d'examen aussi. Donc voilà, une petite fierté de plus. Voilà. Et ça remonte à quand le travail de fin d'études ? Ça va faire 5 ans maintenant que je suis diplômé en tant qu'éducateur. Donc voilà, j'avais créé ce projet d'abord pour m'informer moi, informer les élèves de ma classe, le 3e éducateur. Et puis ça a bien fonctionné, ça s'est mis dans d'autres sections, chez les CAP et chez les amphis. Maintenant ça fait 5 ans que je travaille en collaboration avec l'ESBL Face à toi-même aussi. On va former les futurs professionnels de l'éducation. Et voilà, ça a été intégré à la matière de l'examen. Donc la boucle est bouclée. Voilà. Félicitations. Merci, cool. c'est cool. Du coup, si vous êtes là, c'est parce que vous avez répondu à un appel lancé, du coup, par le Centre d'action laïque de Charleroi. Donc, on est ici dans la salle des Essarts où se tient pour l'instant une super chouette exposition de Quentin Houda sur les transidentités, les parcours identitaires en général. Cette exposition, elle s'appelle Queer. Nous, en tant que grands novices de la question, on s'est demandé ce que ça voulait dire, queer, et donc on souhaitait réunir des personnes pour nous parler un petit peu de cela. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui ? Donc Adeline, tu avais déjà entamé une réponse. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui et pourquoi est-ce que vous vous considérez du coup comme personne queer ? Voilà. Alors, je trouve que c'est une très très bonne question parce que j'ai déjà précisé. Donc, je suis une femme transgenre, c'est-à-dire que quand je suis né, sur base de ce qu'on voyait entre mes jambes, le médecin a dit « Ah, c'est un homme ». Tout le monde le pensait. Je le pensais également, mais au final, c'était pas le cas. Et ça m'a mis quand même 29 ans pour m'en rendre compte et pour que ça percole à mon niveau. Parce que j'ai toujours eu un questionnement, en fait. J'ai toujours eu quelque chose qui ne s'alignait pas dans mon parcours. Mais ça a vraiment mis 29 ans. Et il a fallu que je tombe sur des vidéos sur les réseaux sociaux de personnes de mon âge, donc plus ou moins trentenaires, avec des parcours, avec un parcours plus banal quelque part et une vie plus commune en fait. Je ne vais pas dire normal parce que je déteste ce mot-là. Tout le monde est normal en soi et la normalité de toute façon ce ne sont jamais que des statistiques. Il y a toujours des extrêmes, mais dans mon cas, les seules images que j'avais, c'était ce qu'on en montrait dans les reportages, et donc du médical, du pathologique, de la prostitution, et il n'y a aucun mal à ça, mais ce n'était que les images qu'on en avait. En tout cas que moi j'en avais à l'époque. Et donc je n'arrivais pas à m'identifier à quelqu'un d'autre qui me ressemblait, j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et puis j'ai pu enfin le faire grâce à d'autres personnes de mon âge, avec des filles tout à fait communes, une famille qui les acceptait, des amis et des amis qui les acceptaient, et elles vivaient tout à fait, entre gros guillemets, normalement, sans en subir vraiment de gros inconvénients. Et pour revenir sur le côté queer, personnellement, je trouve, moi j'ai l'impression que c'est un terme auquel on s'identifie ou pas, de façon individuelle. Moi, je me considère pas comme ça, en tout cas en parlant de moi, je me considère pas comme personne queer dans un premier temps. Je pourrais le considérer pour le côté militant, parce que ça reste un terme qui était une insulte
pour dégrader justement les personnes qu'on trouvait étranges, d'où le queer. Et ces personnes se sont réappropriées ce terme pour contrecarrer un petit peu les insultes. Et moi, j'aime bien cette interprétation-là. Je comprends tout à fait que d'autres personnes aient d'autres interprétations. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais moi, personnellement, j'aime bien ce côté militant, se revendiquer queer pour montrer qu'on existe et que, oui, tu peux me trouver étrange, mais et alors? Je suis ce que je suis et je suis qui je suis et tant pis si ça te plaît pas. Ça, c'est mon interprétation à moi. Ok. Et si je peux rebondir sur ce que tu disais, donc voilà, moi aussi je suis en tant qu'homme gay, voilà, et fier de l'être, même si ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, étant plus jeune, j'en avais honte, peur de le dire, clairement, avec un entourage qui ne comprenait pas ou n'acceptait pas forcément, aussi avec une image très négative de l'homosexualité, voilà, cette image allez, entre guillemets, de grande folle, hyper exubérante, voilà, avec tous les clichés, parfois très négatifs qu'on peut y coller. Et avec les années, je me dis, effectivement, voilà, je suis gay, voilà, c'est moi, c'est ce que je suis, voilà, je l'accepte. Si les autres n'acceptent pas, tant pis pour eux, voilà, à un moment, faut pas être triste de perdre des gens dans sa vie, surtout quand ces personnes n'acceptent pas qui on est réellement. Et aussi pour rebondir par rapport au terme queer, effectivement, voilà, à la base une insulte, surtout pour la communauté homosexuelle qui s'est réapproprié le terme, et après d'autres personnes aussi. Mais voilà, être bizarre, c'est pas plus mal en fait. Voilà, c'est bien d'être bizarre, voilà, de sortir un peu de cette norme qu'on nous impose tout le temps. Et moi, ce que je dis souvent aux jeunes, voilà, soyez fiers de qui vous êtes, voilà, soyez vous-même, définissez-vous en tant que vous-même, voilà, et ne laissez pas les gens vous coller des étiquettes, mais collez les étiquettes qui vous plaisent, voilà, collez l'étiquette d'homme gay, cuir et voilà. Et on peut prendre ces étiquettes, celle-là me plaît, celle-là me plaît plus, j'en change, j'ai la teste, voilà. Soyez vous-même, et je crois que c'est vraiment le plus important, voilà. Et ne vous laissez pas définir par les autres, quoi. Tant pis. Soyez vraiment fiers de qui vous êtes. Voilà. C'est cool. Est-ce que ça voudrait dire que, c'est une question que je me pose maintenant. Est-ce que moi, en tant que femme hétéro cisgenre, je pourrais dire que je suis queer? Si c'est une question de, parce que je me trouve bizarre, qu'on se le dise. Voilà, est-ce que du coup ça veut dire que moi aussi je peux me revendiquer de la sorte? Pas sur le seul aspect d'être bizarre, mais c'est surtout sur le fait de sortir des normes hétéro-cisgenres. Ok. Donc tu peux te sentir bizarre parce que tu ne rentres pas tout à fait dans ces normes-là, mais si tu es hétéro et cisgenre, donc cisgenre c'est ne pas être transgenre, c'est qu'il y a autre chose, par exemple la sexualité ou la romantisme. Ok. Donc de pas rentrer dans ces critères que la société veut nous imposer. D'accord. Et c'est surtout une idée d'autodétermination. Voilà, si c'est une définition, si la définition de queer te correspond, tu as parfaitement le droit de te l'approprier de ta propre façon. Enfin voilà, il n'y a pas une définition toute faite à laquelle on doit s'imposer. Voilà, crée ta propre définition et voilà, si tu veux être une personne queer, si tu veux te définir en tant que personne queer, personne ne peut te l'interdire. Ok, voilà, c'est ce que tu disais avec du coup les étiquettes. J'ai le droit de me mettre l'étiquette que je veux. C'est ça. Sans que personne ne dise non, tu appartiens à telle classe, comment. Ok. C'est ton droit propre et personne ne peut revenir. Même si certaines personnes vont dire non, t'es pas queer ou tu peux pas faire partie entre guillemets de cette communauté, mais qui elle est pour te l'interdire clairement. Enfin, c'est pareil un peu pour tout dans la vie. Voilà, si toi tu veux t'identifier en tant que personne queer, fais-le. Et ça peut aussi changer, ça peut évoluer avec le temps de toute façon. Donc oui, le terme a évolué de ce que vous étiez en train de me dire de toute façon. Et de tout, de toute façon, que ce soit l'identité de genre ou tout ce qui est orientation sexuelle et romantique, de toute façon, ça évolue. Donc vraiment, si cette étiquette de personne queer te correspond maintenant, peut-être que dans quelques temps, elle te correspondra plus. Donc voilà, personne ne peut te l'interdire. J'aime beaucoup cette question de se revendiquer queer en tant que personne cisgenre et hétéro. Il me semble que j'ai déjà pu en discuter justement avec d'autres personnes un peu dans ton cas, qui se revendiquaient queer, et c'est vrai que j'en reviens à l'aspect militant, un peu de lutter contre les normes qu'on nous impose en fait.
on peut tout à fait, je trouve aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, se revendiquer queer, se considérer queer, même en étant cisgenre et hétéro, pour autant qu'on n'en oublie pas d'où ça vient. Et qui ça sert aussi, je trouve. Parce que si c'est un terme qui devient réapproprié, bon, je pense pas que ce sera le cas, mais imaginons que c'est un terme qui devient, entre guillemets, mainstream dans la communauté, pour les personnes cisgenres et hétéros, on va en oublier pourquoi on en est arrivé là. Et ça ce serait problématique. Parce que ça reste quelque chose qui a une histoire et qui a un sens pour beaucoup de personnes marginalisées. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'une personne cisgenre et hétéro se revendique queer pour autant qu'elle en devienne une alliée de cette communauté et des personnes qui sont marginalisées et qui justement luttent pour trouver leur place dans la société. Après, c'est vrai qu'il y a toute cette question de la diversité des genres, même en étant hétéro et cisgenre. Parce que je pense que la vision de la femme et de l'homme telles qu'on les a aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles qu'il y a 10 ans. Et il y a une manière aussi de militer pour la diversité dans toute sa multiplicité, indépendamment des luttes LGBTQI+. Donc, ton raisonnement, il me paraît intéressant aussi. Ça me fait justement penser je pense que c'est une des photos là derrière de l'exposition, où la phrase de la personne c'était « Je n'ai pas besoin d'un homme pour me définir comme une femme ». C'est quelque chose, j'ai pas la phrase sous les yeux évidemment, mais j'ai trouvé ça, voilà, et la personne, il n'est pas marqué sur la photo si elle est cisgenre, elle est transgenre, elle est hétéro, elle est pas hétéro, ça n'est pas spécifié, mais ça je trouve aussi que c'est un acte militant en fait, peu importe qu'elle soit hétéro ou pas, ou cisgenre ou pas, et dans ce cadre-là, je trouve effectivement que ça rentre parfaitement à l'aspect queer, l'aspect lutter contre les normes qu'on veut nous imposer. Ok, super. Et toi, du coup, Kaylan, si tu as répondu à l'appel, c'est quelle est toi ta définition? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parle-nous un peu de ton parcours, si tu es d'accord, évidemment. Pour moi, il y a 2 portes d'entrée. Il y a d'abord la porte d'entrée que je dirais plus dans la définition. Je suis queer par définition parce que je me suis toujours sentie en dehors de ces fameuses normes hétéro et cisgenres, même si au début je n'arrivais pas à mettre des mots là-dessus. Pour moi, l'image qui me restera toujours, je sais même plus quel âge j'avais, mais c'était le clip de Tattoo où les 2 chanteuses s'embrassent. Et à un moment donné, à ce moment-là, vraiment, dans mon cerveau, ça a fait, oh, genre, c'est pas, il y avait pas ce côté, genre, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça ou quoi, c'était, j'aime bien, mais pas dans le sens parce que c'est 2 femmes qui s'embrassent, et je me dis, il y a autre chose que un homme et une femme qui s'embrassent, il y a d'autres possibilités, et c'est vraiment la porte d'entrée sur un monde infini dont je n'avais absolument pas conscience à cet âge-là. Et d'ailleurs, ma porte d'entrée à moi, c'est de questionner mon orientation sexuelle. J'ai mis longtemps à mettre des mots dessus, notamment parce qu'en tant qu'homme transgenre, donc si je reprends un peu les explications d'admin, moi à la naissance, on m'a dit que j'étais une petite fille, et il a fallu longtemps pour que je comprenne que j'avais le droit d'être autre chose qu'une femme. Et en fait, questionner mon orientation sexuelle, ça a été questionner mon rapport aux autres, mais questionner mon rapport à moi-même aussi. Et je comprends depuis quelques années que je suis bisexuelle, mais avant je pouvais pas sortir avec des hommes parce que ça signifiait être dans un couple hétéro, et il y avait quelque chose qui coinçait. Et donc tout ça, c'était une pelote de laine dans mon cerveau. Je ne trouvais pas par quel bout je pouvais tirer tout ça. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Et le terme de queer est vraiment un peu le terme qui vient englober tout ça, un peu faire une caresse dessus et dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as ce terme-là, tu rentres dedans. Et aujourd'hui, il a vraiment cette signification du militantisme parce que, à travers le gris, à travers le travail que j'ai fait aussi à la maison Arc-en-Ciel, le travail, je pense, que je vais devoir faire au sein de l'hôpital aussi parce que je rentre dans des normes très hétéro et cisgenres, c'est toujours de faire de la place pour les gens qui sont pas représentés. Un monde hétéro cisgenre à l'hôpital, qu'est-ce que tu entends par là? C'est quelque chose qui est courant
dans votre vie que de rencontrer des lieux comme ça où vous vous sentez pas à l'aise et où vous vous sentez pas accepté? Je pense que c'est plus insidieux que ça. C'est aussi le manque d'information. Okay. Parce qu'il y a des personnes qui sont très bienveillantes. Ça, je m'en rends bien compte aussi avec les collègues et les personnes que je peux côtoyer. Mais même notre existence n'est pas comprise. Et en soi, c'est pas grave dans le sens où je n'en veux à personne. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que notre société, elle ne s'est pas construite avec nous. Et c'est tout ça qu'il faut encore travailler. Avec beaucoup d'autres choses, mais... C'est vraiment ce côté-là que j'aime, qui m'interpelle quand tu en parles, et avec cette question-là, c'est le fait que quand on rencontre quelqu'un, par exemple, dans la rue, dans un service, dans un bureau, etc., la personne qu'on a en face de nous, souvent ne considère pas qu'il y a une autre possibilité à ce qu'elle peut interpréter en nous voyant. Dans le sens où elle me voit arriver, elle va me considérer comme une femme, mais elle va peut-être pas comprendre que il est possible que je sois un homme, il est possible que je sois une femme trans, il est possible que je sois une personne non binaire, je ne parle même pas des orientations sexuelles. C'est le fait qu'on s'attende à ce que la personne en face de nous reflète un petit peu l'hétérosexualité et le côté cisgenre. Alors que c'est pas le cas, on existe. Oui, on reste des communautés, des minorités. C'est comme ça. Mais le fait de pouvoir se dire, d'avoir en tête que il y a un panel d'autres possibilités qu'on peut avoir en face de nous et qu'on peut rencontrer au jour le jour, fait qu'on peut se sentir vraiment accepté dans la société. Et c'est pas, de nouveau, personnellement, je m'estime énormément privilégié, que ce soit dans mon travail, dans ma vie, dans ma famille, au jour le jour. Je n'ai jamais eu, à ma connaissance, de grosses violences face à moi. Mais je n'imagine même pas ce que certaines personnes, enfin la majorité des personnes trans, malheureusement, subissent des violences au quotidien, et parce que les personnes ne se rendent pas compte du panel de différences qu'ils peuvent rencontrer au jour le jour. Et ça, ce serait une question, je rebondis avec ça, ce serait une question de sous-représentation, que ce soit au niveau des médias, des histoires qu'on raconte, parce que tu dis le monde ne s'est créé sans nous. Tu vois, donc je me pose la question, est-ce que ce n'est qu'une question de représentativité, ou est-ce que à quoi ce serait dû? Pour moi, ça remonte quand même avant ça. Déjà, je rebondis à ce que tu dis, Adeline. Je pense qu'on est des privilégiés dans le sens où déjà on a pu faire des études, et ça nous donne accès aussi déjà à des postes, à du travail, parce que ce qui fait que, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes trans dans la prostitution, c'est parce que malheureusement elles n'arrivent pas à être engagées et à trouver leur place, parce qu'il y a encore énormément de transphobie. Et en fait, du fait d'avoir pu faire des études, donc j'ai fait un bachelier et puis un master à l'université, alors pas pour dire que je suis plus intelligent que les autres, mais parce que j'ai bien vu qu'en fait le monde fonctionne avec des statistiques. Et au niveau statistique, forcément on est des minorités, et pendant longtemps, et ça a encore un impact aujourd'hui même si on reconsidère les choses, ce qui était minoritaire était considéré comme pathologique. En étant minoritaire, dans l'esprit de beaucoup, on est encore pathologique et on est même écarté. C'est-à-dire que la normalité, déjà depuis tantôt on parle que de hommes et de femmes, c'est être une femme avec une vulve et être un homme avec un pénis. Les personnes non binaires, pas considérées, on parle pas d'intersexuation non plus, c'est-à-dire que il y a des personnes qui rentrent pas dans ces cases de mâle et de femelle. Femelle, je sais pas comment je vais prononcer, c'est pas grave, on s'en fout. On a cette vision vraiment du package, parce qu'en termes de statistiques, c'est ce qui est le plus présent. Et le reste, minoritaire, mis de côté. Et donc, pas questionné, et si on le questionne, c'est d'un point de vue pathologique. D'ailleurs, les termes qu'on utilise pour définir les personnes qui sont issues de la communauté LGBT sont arrivés avant
les termes hétérosexuel et cisgenre. Et on pourrait même rajouter diadique, qui veut dire que on n'est pas intersexe en fait. Donc les mots ont été inventés pour parler de nous parce qu'on sortait de cette norme. Ok. Et je connais pas le terme diadique, ça veut dire. Ça veut dire qu'on est strictement mâle ou on est strictement femelle. Il y a pas, j'aime pas le mot ambiguïté parce que c'est pas ok, mais on sait que on est XX ou XY et on sait ce qu'on va trouver au niveau des hormones, de l'appareil génital interne externe. Il y a pas de doute, c'est tel qu'on nous l'a appris. Ok, merci. À quel moment est-ce que voilà, là on peut parler plus en détail de si vous êtes d'accord de l'histoire de chacun chacune. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez une personne dite queer du coup? Donc toi Adeline, tu disais que ça t'est tombé dessus comme ça presque du jour au lendemain. Tombé dessus, en fait, si je veux vraiment rentrer dans le détail, oui et non. Dans le sens où, après coup, une fois que j'ai eu le gros moment de réalisation comme ça, je l'avais toujours eu sous les yeux. C'est juste que je pense que mon cerveau n'était pas prêt à l'accepter ou à le comprendre, parce que j'avais d'énormes red flags, donc vraiment des gros signaux d'alerte, dont je me suis rendu compte après, qui laissaient peu de doute. Quand je me revois toute petite, j'ai été j'ai grandi dans un milieu, pas un milieu catholique, mais dans les traditions catholiques, comme beaucoup de familles, j'imagine. Je n'en sais rien, je vais pas me prononcer là-dessus, mais j'ai fait ma communion, donc quelque part quand j'étais petite, j'ai grandi dans cette culture-là, même si on n'était pas spécialement pratiquant, mais voilà, tout le monde passait par là, et je me revois le soir comme ça à faire ma petite prière et s'il te plaît demain fais que je me réveille en tant que fille. Et bon, ça c'est quelque chose, j'avais peut-être 7-8 ans, je sais plus exactement mettre d'âge là-dessus, mais ce sont quand même des signaux qui ne trompent pas. Mais ce sont des choses que mon cerveau avait mis de côté. Toutes ces petites choses-là, mon cerveau avait vraiment mis de côté, et je me suis forcé à rentrer dans le moule masculin tel que je pensais que je devais être, en fait. Je pensais qu'un homme, ça devait être fort, ça devait pas monter ses émotions. C'est vraiment une image très toxique de la masculinité. Et moi, je me suis forcé dedans à grands coups de pied de biche pour me faire rentrer dans le moule, en allant jusqu'à des extrêmes. Alors, je ne dirais pas que je suis rentré à l'armée pour ça. Mais je suis rentré à l'armée en tout cas, et mon parcours fait que je me suis retrouvé dans des unités combattantes. Je suis même allé jusque chez les paracommandos, où là j'ai quand même touché un petit peu une limite par rapport au masque et à la carapace que je m'étais forgée. Là, j'ai bien senti que j'allais pas tenir très longtemps là-bas, donc je suis resté dans une unité combattante non paracommando. Mais je crois que ce fait de vouloir me pousser à être le plus masculin possible dans le côté toxique du terme, non seulement ça fait du mal autour de moi, à plein de gens, et je le regrette énormément, parce que je suis pas fier de tout ce que j'ai pu faire, mais c'est ce qui m'a construite. Mais ça m'a aidé à arriver là où j'en suis là maintenant. À un moment là, carapace a craqué. Et ces fameux 29 ans où on était dans une période où on partait tout le temps, on montait de garde dans les rues, dans les aéroports, les gares, et puis quand on n'était pas en train de monter de garde, on partait en exercice à l'étranger, et donc j'étais jamais là, et je devais assumer ce rôle-là presque 24 heures sur 24, et en plus en tant que chef dans une unité combattante, c'était quelque chose de très lourd à porter, et à un moment le masque a commencé à se fissurer, et mon moment de réalisation, ce sont vraiment ces témoignages de personnes sur internet, de mon âge, avec des vies tout à fait communes, et banales, entre gros guillemets, et là j'ai vraiment eu la pièce qui est tombée, je me dis, mince, c'est moi, en fait je suis une femme. Je savais qu'il y avait toujours quelque chose qui clochait, il y avait un alignement qui ne se faisait pas avec le monde des hommes. Et c'est là que ça m'est tombé dessus, et à partir du moment où l'œuf a craqué,
c'est difficile de refermer un œuf qui a craqué. Donc c'est surtout qu'est-ce que je fais avec ça à partir de ce moment-là? Où est-ce que je vais? Parce que toute la vie que j'avais construite sur des mauvaises bases, tout s'est effondré. Et c'est de là que mon parcours officiel a commencé, mais j'avais toujours eu des signaux comme ça avant. Hein. Je me revois en manœuvre dans un véhicule comme ça à rouler, et j'étais là en train de m'imaginer si j'avais une poitrine. Qu'est-ce que je me serais bien, qu'est-ce que je me sentirais bien. C'est très physique comme chose, mais comme s'il y avait vraiment un manque qui m'indiquait, voilà, il y a quelque chose qui va pas. Mais oui, j'y pensais, et puis hop, mon cerveau refermait la porte, et puis je passais à autre chose, et j'oubliais ça, et pendant 6 mois, j'avais plus de réflexion là-dessus, quoi. Jusqu'au moment où j'ai eu la réalisation, parce que je me suis retrouvé face à la personne auquel je pouvais m'identifier, et là, à partir de là, je pouvais plus revenir en arrière. Je suis sûrement parti un petit peu à gauche à droite, mais Non, c'était très clair. mais je ne me souviens même plus de la question de base. Mais bon. Mais moi non plus, et c'est pas grave. Moi, je m'en souviens. Ah. Et d'ailleurs, je suis super ému parce que, alors j'aurais pas pu raconter la même chose puisque je ne suis pas de Leeds, mais parce que je me reconnais énormément dans tout ce que tu dis. Donc la question de base, c'était un peu comment sont arrivés les questionnements, comment est-ce que c'est arrivé. Et c'est pas un jour comme ça où on se dit ah tiens, je suis un homme ou je suis une femme ou je suis une personne non binaire. C'est plutôt de réaliser à un moment donné qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs depuis longtemps. Moi, des signes avant-coureurs, j'en ai toujours eu. En fait, la base, c'est que je ne comprenais pas la notion de genre, en tout cas celle qu'on essayait de m'imposer. Moi, je viens d'une fratrie où j'ai 2 sœurs, et donc a priori, on pensait qu'on était 3 filles. Et tous les codes liés à la féminité, je ne les comprenais pas. Du style, ma mère qui me disait oh, quand on est une fille, il faut balancer du cul quand on marche. Et alors que ce soit normal ou pas, j'en sais rien. Encore une fois, c'était comme ça dans ma famille. Je me souviens juste d'être resté paf comme ça et de dire mais pourquoi en fait je ne comprends pas. En plus j'avais 11 ans à ce moment-là, je pensais clairement à autre chose. Moi je voulais juste rentrer jouer avec mes Barbie parce qu'en plus je suis un peu cliché gay sur certains aspects, comme je dirait ma copine des fois elle a l'impression qu'elle sort avec un gay et pas avec un mec bi, mais moi ce que j'aimais bien c'était raconter des histoires en fait. Et puis il y a eu le moment de l'adolescence qui a été absolument horrible. Parce que là, c'est pas la notion de genre qui m'a frappé, c'est l'aspect physique avec la puberté. Puberté qui m'a fait mal dans ma chair. Je me souviens de ce moment où j'ai pris 2 bonnets au niveau de mon soutien-gorge en un seul été. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de ça en fait. Moi, et en plus du jour au lendemain, tout le monde la voyait. Enfin, du jour au lendemain, mais sur l'espace de 2-3 mois. Je suis passé d'un bonnet B à un bonnet D et tout le monde la voyait et moi j'étais bien tranquille dans ma bulle en fait. Un bonnet B ça passait encore bien et puis il y a eu l'arrivée des règles où tout le monde s'excite autour de moi en disant tu es enfin une femme. Moi là, laissez-moi tranquille, j'ai 12 ans. Il y a eu tous ces petits moments aussi de directement questionner aussi l'orientation sexuelle où tout le monde s'attend à ce que j'ai un petit copain. Mais j'en sais rien en fait, je sais déjà pas qui je suis moi. Donc tout ce que je voulais clairement c'était rentrer jouer au Barbie ou lire. Parce que ça les histoires j'adore. Et il y a eu plein d'autres moments comme ça. Il y a aussi cet aspect très particulier où je n'ai jamais aimé le prénom qu'on m'a donné à la naissance, alors que objectivement c'est un beau prénom, mais il m'occasionnait une souffrance incroyable. J'ai l'impression qu'on me donnait des coups de couteau à chaque fois, et je ne comprenais pas. Évidemment, personne dans mon entourage ne le comprenait non plus, si ce n'est qu'en fait, au fur et à mesure de mon adolescence, je me suis refermé sur moi-même, jusqu'à me couper de mes émotions. J'ai compris après en fait que j'étais rentré en dépression et je voulais juste qu'on me laisse tranquille et disparaître dans mes bouquins, sauf qu'on peut pas rester indéfiniment comme ça. Et c'est plutôt vers l'âge de 16-17 ans que ça a éclaté, là ça a viré en anxiété, donc c'est pas mieux non plus.
Mais là, j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais. Ce que je voulais pas, en fait, surtout, c'était ça ma porte d'entrée. Et là, c'est un peu le gros moment de la grosse rébellion où je me rends compte que potentiellement, je suis attiré par les femmes en pensant que je suis moi-même une femme. J'ai exploré mon genre, mais de façon dans les extrêmes, c'est-à-dire que je suis passé de je me maquille comme une voiture volée à le style de l'ultra camionneuse où je savais pas trop où j'en étais, juste que je ne me trouvais pas. Le déclic, et encore même pas, c'est pas le premier déclic, j'avais commencé à me renseigner sur ce que c'était la transidentité parce que j'étais déjà au gris, mais à ce moment-là je témoignais en tant que femme lesbienne. Je me dis mais en fait je peux pas faire partie du gris si je sais pas ce que c'est la transidentité, je peux pas dire que je suis militant si je comprends pas. Et là il y a des petites choses qui ont commencé à se distiller où je comprenais qu'il y avait une diversité incroyable, même ne serait-ce qu'en étant femme, mais que j'y étais toujours pas. Je l'ai perdu là, mais tout à l'heure je me souvenais de c'était quoi le déclic, le jour où je me suis dit que c'était ça. Je retombe plus dessus. Prends ton temps, y a pas de problème. Par contre, je peux raconter quelque chose qui m'a frappé aussi dans ce que tu disais, Adeline. Là, le moment où tu disais que ce serait tellement bien d'avoir une poitrine. Moi, une fois, j'ai fait un rêve où j'avais un pénis. Et je comprenais pas, évidemment. Je devais avoir 8 ans. Qu'est-ce que je voulais que je fasse avec un pénis? C'est très jeune. C'est très jeune, oui. Et j'ai retrouvé le moment où j'ai compris, en fait. Je lis des fanfictions sur Internet. Majoritairement des fanfictions, des histoires d'amour entre hommes. Et là, du coup, ça m'a fait mal dans ma chair, c'est que j'ai réalisé que je ne pourrais jamais être à leur place. Pas que je pourrais pas sortir avec un homme, mais que je n'avais pas le même corps qu'eux. Et là, c'est ce truc horrible que j'ai pu dépasser en commençant une transition médicale et en me rendant compte que, par exemple, avec la testostérone, j'avais quand même le clitoris qui grossissait. Mais ce serait quand même jamais la même chose. Mais ce moment de réalisation, il se fait quand même un peu dans la douleur. C'est-à-dire, je sais pas ce que je vais faire, mais il y a ce truc-là et j'imagine même pas le parcours qui m'attend. Pour finir quand même sur une note positive, c'est que je n'ai jamais regretté d'avoir commencé ce parcours-là. C'est jusqu'au début, comme on n'a pas de représentation, on sait pas par quoi on commence, mais ça nous paraît juste une énormité qui nous tombe dessus. Ça, on y reviendra sur cette question de représentation. J'avais commencé à l'évoquer un peu plus tôt, mais peut-être toi avoir ton parcours aussi. Du coup, à vous écouter, j'ai l'impression que mon parcours a été beaucoup plus simple. Enfin, même s'il a été difficile pour moi, il ne sera jamais comparable à ce que vous avez vécu. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent et que j'avais déjà fait mon coming out, on me dit oui, mais à quel âge t'as su que t'étais gay, comment ça s'est passé? C'est souvent la question. T'as choisi quand d'être gay? C'est pas un choix déjà, on se met d'accord. C'est pas une maladie non plus. Déjà tout petit. En tout cas, ce que je répondais, je répondais, j'ai l'impression que je le savais, que je l'ai toujours su, sans savoir forcément mettre de mots là-dessus. À l'époque où j'étais tout petit, effectivement, il y avait pas Internet, en tout cas, on entendait avec ces représentations hyper stéréotypées, avec parfois dans ma famille, c'est encore les autres PD, il faut encore les folasses, Et du coup, moi je me posais pas trop de questions, effectivement, dans la cour de récréation, j'étais plutôt avec les petites filles, on jouait ensemble, puis après les premières amourettes qui arrivent aussi, tout le monde se trouve un copain, une copine, et moi j'étais là, moi je suis pas trop attiré vers les filles, moi je serais plus attiré par les garçons, mais sans forcément aller plus loin. Et puis c'est vraiment à l'adolescence, quoi, là j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment un truc qui, entre guillemets, n'allait pas. On me dit c'est pas normal, Christophe il a pas de copine à son âge, c'est pas. Je me faisais charrier par les gars de ma classe, clairement, et ça n'a pas été des années très très faciles. Il y a clairement rien de plus cruel qu'une cour de récréation, que ce soit en primaire ou en secondaire, qu'on se met d'accord avec ça, en tout cas, pour moi, c'est ma vision. Et puis j'ai essayé d'avoir des petites copines, c'est
comme tout le monde, mais voilà, c'était plutôt des amourettes platoniques, voilà, on se tient la main, même pas un bisou. Je crois que la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était pour un délire, c'était vraiment un pop. Donc je peux même pas considérer ça comme un vrai baiser. Et puis voilà, et puis j'ai fait mon coming out, j'avais 18 ans, j'avais ça en classe. C'est à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, où il y avait encore les skyblogs. Voilà, donc j'avais fait mes skyblogs avec mes amis, ma famille, enfin machin, mes trucs, et quelqu'un de ma classe est tombé sur mon skyblog, est allé m'insulter, enfin, chose qui était déjà très commune dans l'école dans laquelle j'étais. Déjà un peu de harcèlement, bon, ça allait encore, bon, ça allait, je survivais, et ça a vraiment été la goutte d'eau d'insulter autant moi que surtout mes amis, hétéro ou homo, hein. Et je me souviens, c'était au cours de français. Donc avant que le cours commence, je vais trouver la prof en disant voilà, j'aimerais bien m'adresser à la classe. Elle me dit oui, pas de souci. Et donc le cours commence, je me lève, je dis voilà, que vous m'insultiez moi, en gros, voilà, y a pas de problème, je suis pas avec. Mais que vous alliez insulter mes amis, ça c'est vraiment la limite à pas le dépasser. Et il y a des rumeurs comme quoi je suis gay. Effectivement, je vais faire taire les rumeurs une fois pour toutes. Je suis gay. Et je suis allé me rasseoir comme ça, et le cours s'est passé. Et je me souviens encore une fille de ma classe qui me dit de toute façon ça change rien, c'est quand même toujours Christophe, hein, voilà, c'est juste une facette de ma personnalité, c'est pas ça qui me définit. Et j'avoue que le jour où j'ai fait mon coming out, ça m'a enlevé un poids, mais un truc de dingue. Sauf que du côté de ma famille, ça s'est moins bien passé. Et surtout ma mère qui l'a très mal pris. Pas le fait que je sois gay, ce qu'elle a mal pris, c'est le fait que tout le monde s'en doutait sauf elle. Voilà. Ah oui, donc ramener à sa propre personne. C'est ça. Okay. Et elle a eu beaucoup de mal, mais et je me souviens, mes tantes m'ont dit bah non, on s'en est toujours douté, voilà, y a pas de souci. Christophe a toujours été très très efféminé, très très féminin dans ce qu'il aime, il joue au Barbie, au machin, au truc. Et c'est ce qui a fait plus de mal à ma mère. Elle a eu beaucoup de mal. Il a fallu très longtemps moi qu'elle ne l'accepte. Et quand elle l'a su, et quand j'ai vu sa déception sur son visage, je me suis vraiment senti très très mal. Voilà, j'ai déçu ma mère, voilà, j'ai gâché sa vie, et ça en est venu, enfin voilà, alors, loin de là d'être larmoyant ou quoi que ce soit, mais ça en est venu jusqu'à une tentative de suicide aussi, voilà. On se dit voilà, je perds un peu tous mes repères, voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va être perçu, comment ma mère s'inquiète, elle s'inquiète de ce qui va m'arriver, on l'entend dans les médias, je vais me faire tabasser, je vais avoir une vie horrible, et voilà, un peu ces projections sont arrivées sur moi, et voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, voilà, c'est un épisode qui est très très loin. Elle accepte, voilà, maintenant ça fait quand même plus de 20 ans que j'ai fait mon coming out, donc voilà, donc c'est bien intégré avec mes copains et même mon mari maintenant, voilà, ça se passe super bien, mais voilà, moi je suis plus facile à accepter que ma mère en tout cas, voilà, et voilà, c'est un peu mon parcours de vie, mais voilà, mais quand j'entends le parcours de personnes trans, avec le recul, je me dis, bah en fait, oui, ça n'a pas été facile, mais voilà, voilà, je veux pas faire de points de comparaison, mais même quand je parle autour de moi, je dis voilà, mais effectivement, parfois on se plaint du parcours qu'on peut avoir, mais quand j'entends parfois le parcours des personnes trans, je dis bah franchement, c'est la gnognotte à côté. Enfin, c'est comme ça que je perçois en tout cas. Ouais. Voilà. C'est marrant parce que tu commences en disant j'estime ne pas avoir eu aussi difficile que vous, mais en fait, je trouve qu'on doit pas comparer parce que déjà toi peut-être effectivement que ton parcours, ou en tout cas les gros remous de ton parcours, qui ne sont pas toujours le cas, hein. Parfois il y a des parcours, j'en ai déjà entendu, qui se passent très très bien et il n'y a pas spécialement de remous, mais enfin en tout cas les gros remous ont l'air d'être de remonter à relativement loin. Que Kaylan et moi c'est plus récent pour toute une série de raisons, mais il faut pas comparer, parce que quand j'entends que tu parles de tentatives de suicide, etc., ce sont quand même et de harcèlement, ce sont quand même des choses très très fortes. Il faut pas comparer, il y a pas d'échelle hiérarchique dans la douleur et dans la difficulté des parcours, je trouve. Voilà. Oui, c'était peut-être pas le bon mot, mais voilà. Et tous les parcours sont inspirants. Quand je t'entends dire que t'as fait ton coming out comme ça devant une classe, bam, en plein secondaire. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'admire et que je trouve très inspirant en tout cas. Donc merci de le partager déjà. Mais c'est mon gros défaut, j'ai toujours tendance à me dévaloriser en tout cas, voilà. Donc voilà. Ah, il faut pas, parce que mais effectivement le but n'était pas de comparer, de dire qu'un parcours était plus difficile que l'autre, mais c'est comme ça qu'effectivement je le perçois. Et quand je discute avec des personnes trans, ben voilà, déjà aujourd'hui, et même dans le cadre de mon travail ou même et que j'entends parfois le parcours, je dis waouh quoi. Enfin
En tout cas, pour moi, voilà, c'est... Et la raison plus générale Ouais. pour laquelle je voulais rebondir aussi là-dessus, c'est que souvent, justement, on pense que les parcours trans sont plus difficiles, ou en tout cas, on a souvent cette réaction de oh courage, oh ça va être dur, oh. Mais non, enfin moi je suis intimement persuadé qu'il faut qu'on change cette image-là, dans le sens où un parcours trans ça ne doit pas être difficile, ça n'est pas tout le temps difficile, ça évidemment que ça l'est pour beaucoup de personnes, malheureusement, mais il faut pouvoir aussi montrer des bons côtés pour inspirer et pour ne pas justement qu'on se retrouve face à des personnes qui nous disent quand on s'annonce en tant que personne trans, oh ça va être difficile, hein, parce que c'est un côté un peu pitié qui moi me pose problème en c'est fait. pas le but. Ça. Parce que c'est comme si c'était vraiment un poids impossible ou très difficile à porter, je trouve. Alors qu'un côté de ah oui ok t'es trans, ouais. C'est cool. Ouais, voilà, c'est cool. Et comment ça se passe, voilà, du bien, du pas bien, voilà, ça peut très bien. Bon, je travaille avec des enfants au sein de l'association Transkit. Mais il y a des enfants et des parents. C'est parce que je connais ça évidemment, mais il y a d'autres parcours et une multitude de parcours trans, comme une multitude de parcours LGBTQIA+. Mais c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours un poids très difficile à surmonter. Voilà, je trouvais ça important de souligner que un parcours trans n'équivaut pas à des difficultés, pas tout le temps. Et heureusement. Ça l'est malheureusement pour beaucoup de personnes, et il faut combattre ça, mais ça n'est pas, il faut pas associer ça d'office. C'est mon ressenti. Oui, et donc des personnes qui réagiraient, comme tu le disais, de manière oh là là, ça va être difficile. Est-ce que quelque part ça rajoute peut-être un poids qui n'était pas là à la base, donc ok, des choses auxquelles... Oui, tout à fait, et des inquiétudes, hein, je le Ouais. vois à travers les yeux et les inquiétudes des parents qu'on rencontre dans l'association Transkids. On est là pour accompagner d'une part les enfants trans, en organisant des activités pour que les enfants se retrouvent entre eux et entre elles, sans avoir justement cette crainte d'être différent et différente des autres, comme dans le milieu scolaire, parce qu'on reste des minorités. Et d'un autre côté, il y a l'aspect des parents, qui viennent à l'association pour voir des encadrants et encadrantes, trans, adultes, concernés, pour leur montrer que on peut tout à fait vivre une vie commune en étant trans, et avoir un parcours de vie, avoir un avenir quelque part, pour inspirer les parents et pour les rassurer, pour leur dire oui ok votre enfant est trans, so what, c'est pas pour ça que il ou elle n'aura pas de vie, n'aura pas une vie, n'aura pas un métier, n'aura pas une famille. On est là pour montrer toute la diversité et que tous les parcours, justement parce qu'on et ça j'en reviens à ce que moi j'avais à l'époque, les visions que j'avais dans les reportages à l'époque, c'était des choses très pathologisantes, très oh les pauvres personnes trans, oh fou, c'est difficile, oh c'est du médical, il faut se faire opérer, oh c'est tous les clichés comme ça qui tournent, oh ce sont des personnes marginalisées, oh elles sont rejetées et donc elles se retrouvent parfois et très souvent dans la prostitution et donc des vies très très compliquées. C'est tout ce que moi j'avais intégré à l'époque, parce que c'était on parlait des représentations, c'était les seules représentations que j'avais. Et donc je me disais mais même au travers des personnes trans que j'avais pu rencontrer à l'époque, hein, parce que j'en avais déjà rencontré et j'avais discuté avec elles, mais des personnes plus dans la cinquantaine qui avaient été rejetées par leur famille, leurs amis, leur boulot, et donc des vies très compliquées. Et j'étais là, je me dis mais je peux pas vouloir ça. Et là, moi, je veux absolument changer ces choses-là pour montrer qu'on peut être trans et avoir une vie tout à fait commune. Je travaille à l'armée depuis 2006, j'ai fait ma transition, tout mon parcours, j'ai choisi une transition médicale à mon niveau. J'aurais pu ne pas le faire, une transition physique, une transition sociale aussi, mais je suis toujours à l'armée et apparemment, en tout cas, toujours bien intégré. Oui, mon parcours est différent de ce qu'il aurait pu être si j'avais gardé cette carapace d'homme, mais ça ne m'a pas coupé dans mes opportunités de carrière, et je pense que je resterai à l'armée jusqu'à la fin, jusqu'à ma pension, parce que il y a vraiment, d'ailleurs j'ai vraiment l'impression que mon parcours de transition il est derrière, même si dans un sens on est toujours en transition quelque part, et pas que les personnes trans, hein, dans notre vie il y a toujours des changements, des évolutions, c'est normal, c'est un parcours, c'est la vie, mais l'aspect vraiment transition transgenre, dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle est déjà loin en fait, parce que c'est pas la première chose que je ressens quand je vis au jour le jour ce fait d'être trans. Et je crois que c'est super intéressant d'avoir dépassé le stade où
ça ne prend plus une part énorme dans ma vie. Et je sais que d'un autre côté, c'est une chance énorme, justement, de pas être confronté à ça en permanence. Et ce qui peut malheureusement peser beaucoup sur d'autres personnes trans quand on leur renvoie cette image en permanence. Ah, oh, t'es une personne trans, oh, t'es une personne trans. Que ce soit par de la violence, de la discrimination, etc. au quotidien. Moi, j'ai vraiment dépassé ce stade-là. Oui, parfois je me surprends même à me redire, ah oui, c'est vrai, en fait, je suis une femme trans. Mais c'est devenu tellement minoritaire dans ma vie que, mais bon, tout ça pour en revenir au fait que c'est important de montrer aux parents qu'un parcours trans n'est pas d'office synonyme de difficulté. Toi, c'est quelque chose qui a été bien accueilli dans ton entourage et dans ton boulot aussi, du coup. Alors, ça a été certainement beaucoup mieux perçu que ce que j'aurais pu imaginer. Si je remets un petit peu dans le contexte de mon coming out, dans ma tête, ce que j'avais vraiment intégré et que j'ai mis très longtemps à déconstruire avec cette carapace masculine, c'est le fait que la transidentité, et je n'avais pas ces mots-là à l'époque, ce que je ressentais pour moi était une faiblesse qui devait être cachée, d'où le côté extrême masculin pour ne rien laisser dévoiler, et de fait, je crois que la majorité des personnes qui me connaissaient n'avaient jamais rien douté, tellement je m'étais bien caché. Mais d'un autre côté, ça m'a desservi, parce que ce que j'avais en tête, c'était la transidentité, c'était une faiblesse, quelque chose de malsain, quelque chose de vraiment des choses très toxiques par rapport à ça. Et donc quand j'ai eu la réalisation, je me dis, en fait, je pensais que j'allais perdre tout le monde. Je pensais que j'allais perdre ma famille, mes amis, mon boulot. Je pensais vraiment que j'allais me retrouver marginalisé et rejeté de la société. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas. J'étais vraiment dans un peu cette image, et ça, je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où, cette image de ce coming out, on est dans un immeuble en feu et on est sur le toit. Et le feu monte, et c'est à partir de quel moment est-ce qu'on saute de l'immeuble? Au final, je l'ai fait, petit à petit, et à ma propre façon, parce que les coming out, il y en a eu, comme beaucoup de gens, et j'imagine que vous aussi, des coming out, il y a des coming out, il n'y a pas un coming out. Mais à partir d'un moment, ben voilà, j'ai sauté de cet immeuble. Et je suis pas tombé. Je suis même pas descendu d'une marche, parce que ma famille, au contraire, ça m'a permis de créer des liens et des connexions que je n'avais pas avant, parce que cette carapace, en fait, elle m'avait, comme Kaylan disait, je m'étais coupé de mes émotions, je m'étais tellement renfermé sur moi-même que personne ne connaissait le vrai moi, si ce n'est ma compagne à l'époque. Et j'ai pas perdu. Oui, ok, j'ai une personne peut-être dans ma famille qui ne me parle plus, mais c'est vraiment au niveau amis et amis. Oui, peut-être qu'il y a des personnes, en tout cas pas face à moi. J'ai pas eu de rejet face à moi, mais par contre, mes amitiés ont fortement évolué depuis. Comme tout le monde, comme tout un chacun, et maintenant la plupart de mes amis et amis en fait ne m'ont pas connu avant. Ce que je préfère en fait, parce qu'il y a un passif avec les autres personnes. Et à mon boulot, ça s'est très très bien passé. Bon, il y a tout ce qu'on entend dans la presse pour le moment, évidemment, avec un certain bataillon et du harcèlement, discrimination, etc. Mais il faut savoir qu'il y a toute une structure psychosociale à la Défense que j'ai été trouver et qui m'a fortement aidé. Le réseau des personnes de confiance à la Défense, directement, ça c'était mon premier réflexe d'aller les trouver pour voilà. Ben, je pense que je suis une femme. À l'époque, je n'étais pas sûr. Je pense que je suis une femme, je sais pas quoi faire. Et la personne en face de moi, Sonia, pour ne pas la nommer, m'a dit, bah, écoute, j'ai jamais été confronté à la situation, je vais me renseigner, et puis on verra. Et petit à petit, de fil en aiguille, elle s'est renseignée, elle a vu que, en fait, il y a des procédures qui sont mises en place pour accompagner les personnes au sein de la Défense, qui n'étaient pas encore top, parce qu'on était encore dans une ancienne loi, on était en 2017. Mais elle m'a énormément accompagné, et directement j'ai été mis en contact aussi avec l'association Genre Pluriel à Bruxelles, qui s'occupe de tout ce qui est transidentité, notamment, pas que, mais notamment, et via cette association j'ai pu, et l'accompagnement psychosocial de cette association, j'ai pu déconstruire toute la vision malsaine que j'avais de la transidentité pour reconstruire des bases saines. Et très vite, j'ai pu me remettre un petit peu sur pied et voir vers où j'allais et comprendre un petit peu qui j'étais et avancer dans mon parcours. Ce qui est, donc je crois que j'ai vraiment été en contact avec les bonnes personnes dès le début, mais j'ai pas perdu quelque chose. Au contraire, j'ai gagné. J'ai gagné des choses parce que je suis devenu moi-même, ce que je n'étais pas avant. Je vais pleurer. C'était pas le but. Non, merci beaucoup. Waouh.
À toi. Il m'a fallu 2 secondes pour retrouver la question en plus. Ah, mais ça va. C'était, oui, comment ça a été accepté dans ton entourage? Comment ça s'est passé? Je dirais que globalement, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai perdu personne non plus, mais comme je n'étais pas moi-même avant de faire mon coming out, il y a beaucoup de gens qui sont passés aussi parce que je me suis rendu compte que c'était des relations qui ne me convenaient plus. Après, j'ai un noyau dur de personnes qui ne bougent pas, qui étaient là avant mon coming out, qui sont toujours là maintenant, et j'ai la sensation qu'ils seront là toujours, mais après, la vie étant ce qu'elle est, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des personnes qui m'ont connu avant, et j'oublie qu'elles m'ont connu avant, parce que j'ai pensé à ça quand tu disais Adeline, parce que je sais pas, on est tellement soudés, il y a tellement de respect pour les uns comme pour les autres, que c'est même plus une question, c'est juste on a partagé des choses très très fortes parce que on a vécu ma transition ensemble, mais j'ai vécu d'autres choses avec aussi, des mariages, des divorces, des naissances, etc. Des vies un peu plus classiques, je dirais, mais qui génèrent aussi des émotions fortes. Pour moi, il y a 2 endroits où ça a été très compliqué. Il y a eu l'université, où l'environnement n'est pas très propice à la transidentité, on va dire ça comme ça, où j'ai refusé de faire mon coming out, mais ça s'est su quand même, et ce n'est pas du tout passé par comme une lettre à la poste, puisque à partir du moment où ça s'est su, il y avait un professeur en particulier qui terminait toutes ses phrases par mademoiselle en s'adressant à moi, ce qu'il ne faisait pas avant, mais il appuyait bien dessus. Donc évidemment ultra violent. C'était tellement violent que j'étais en crise d'angoisse toute l'année, parce que je le voyais régulièrement en plus, donc c'était une horreur. Et l'autre environnement, c'était mon environnement familial, malheureusement, où déjà mon premier coming out avec mon orientation sexuelle n'était pas très bien passé, où je subissais pas mal de préjugés. Je me disais, l'identité de genre, ça va pas passer non plus. Donc j'ai attendu de quitter la maison, d'avoir mon travail, d'avoir un logement, etc. en me disant, comme ça, quoi qu'il arrive, je suis pas à la rue, en fait, je suis en sécurité. J'ai attendu aussi d'être prêt moi-même à couper les ponts si jamais ça devait en arriver là, ce qui m'a pris pas mal de temps. Et en fait, j'ai attendu le moment, un peu comme tu dis, Adeline, avec l'immeuble en feu, etc. Parce que ma première idée, c'était de ne pas faire mon coming out auprès de ma famille, parce que je ne voulais pas recevoir de la violence et je savais que ça allait arriver. Sauf que si je faisais pas mon coming out, il y allait avoir un moment donné où ça allait être compliqué parce que je voulais prendre de la testostérone et je voulais faire une transition médicale. L'un dans l'autre, il fallait que je le fasse à un moment donné. Et je me permets juste, c'est quoi différence, donc transition médicale, tu parlais de plusieurs transitions, juste avant de continuer, parce que moi je comprends, à mon avis, d'autres personnes ne doivent pas connaître... Alors, il y a la transition administrative, c'est changer prénom et ou la mention de genre sur la carte d'identité. Okay. Il y a la transition sociale, c'est faire son coming out, dire, je m'appelle Kaylan, je suis une personne trans. Il y a la transition médicale qui inclut à la fois la prise d'hormones et là où les opérations en fonction de ce que les personnes veulent. Okay. Et on pourrait dire transition physique aussi à partir du moment où on change de style vestimentaire pour faire correspondre à notre identité de genre. Tu penses à une autre ? Je voudrais simplement souligner le fait qu'il n'y a pas une transition à faire. Effectivement. Il y a autant de parcours trans que de personnes trans, et aucune transition n'est obligatoire ni nécessaire pour être une personne trans. Okay. On peut très bien rester dans sa carapace. Pour moi, par exemple, si je n'avais pas choisi de transition médicale, que j'étais resté dans ma carapace, je vais le tourner autrement. J'ai toujours été une femme trans. Même si visuellement, j'avais un aspect physique homme,
même si j'avais un rôle social homme, j'ai toujours été une femme. C'est juste que j'ai mis longtemps à le comprendre. Donc, il n'y a aucune transition qui est obligatoire. Des opérations, il y en a pas qu'une, et ça n'est pas l'aboutissement d'une transition. Loin de là. Il y a des personnes qui souhaitent une opération. Il y a des personnes qui souhaitent des opérations. Si on en vient plus précisément à une opération génitale, il y a plein de personnes qui ne le souhaitent pas, parce qu'elles n'en ont pas besoin, parce que ça coûte cher, elles n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Donc voilà, ça n'est pas absolument nécessaire pour être une personne trans. Et de nouveau, tous les parcours sont différents. On peut très bien vivre avec des habits d'homme le jour et des habits de femme la nuit, et se considérer comme personne trans, ou même rester avec des habits d'homme mais se sentir femme. Enfin, c'est vraiment... Tout est possible, voilà. Et il n'y a rien qui est imposé. Ok, merci. Oui, d'ailleurs, aux yeux de ma famille, pendant très longtemps, j'étais une femme, et pourtant, à l'intérieur de moi, je le savais que j'étais un homme. Ben oui, c'est ce que tu disais, vu que aux yeux de ta famille, tu ne l'avais pas fait, ce coming out, et pourtant d'autres personnes le savaient. En Donc, fait, tout le monde le savait à un moment donné, sauf eux. ma famille. Et ce qui est arrivé à un moment donné, je m'en souviendrai toujours. Je vais à un rendez-vous médical avec ma dermatologue, donc vraiment aucun rapport avec la transidentité. Je lui dis que je suis une personne trans, et elle me dit « Ah ok, je mets quel prénom dans le dossier ?» Et je me suis dit, mon Dieu, cette femme que je vois peut-être une fois par an, elle est capable d'accepter, juste, elle s'en fout. Ben oui, voilà. Pourquoi ma mère ne pourrait pas le faire? Parce que c'était surtout de ma mère, dont enfin pas d'elle que j'avais peur, mais de sa réaction. Et je me revois en train de marcher jusqu'à la gare et de dire, il faut que je le fasse. Je me voyais pas retourner chez elle et entendre encore mon death name, entendre qu'elle parle de moi au féminin, sentir encore une fois ces coups de couteau invisibles dont elle n'avait même pas conscience, parce que là je peux pas lui en vouloir, elle ne le savait pas. Je peux plus en fait jouer ce rôle-là, je n'y arrive plus. Autant avant c'était horrible parce que j'étais pas moi-même, mais c'était comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Là il ne restait plus que cette sphère-là. Et l'écart était trop important. J'étais Kaylan, je ne me reconnaissais même plus quand elle m'appelait par mon death name. Et ça amenait des situations improbables où elle pouvait m'appeler 50 fois et il me disait à un moment donné, mais quand je te parle, réponds-moi. Je dis, mais c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi, en fait. Et, un death name pour les personnes qui nous entendent, oui, désolé. C'est le prénom mort, littéralement, c'est celui qu'on nous a donné à la naissance et qu'on n'utilise plus. Ok. Et donc je lui ai fait mon coming out par mail, puisque difficile pour moi de dire avoir honte. Et je me suis présenté à elle comme si on ne se connaissait pas. Et je lui ai dit voilà, je m'appelle Kaylan, je lui explique un peu qui je suis, ce que j'aime faire dans la vie, etc. Mais évidemment, elle savait que c'était moi puisque c'était mon adresse mail. Et j'ai terminé mon mail par est-ce que tu penses que tu peux me voir comme ton fils? Et je l'ai laissé partir comme ça, où je me dis je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va, mais je l'ai fait et je suis en sécurité. Et ça c'était important pour moi et j'étais au clair sur le fait que quoi qu'elle réponde, c'était fini en fait. J'avais plus de zone d'ombre par rapport à qui je suis vraiment. La première réponse a été un véritable soulagement parce qu'elle m'a dit « J'espère que tu sais que l'amour d'une mère n'a aucune limite. » Et je me suis dit « C'est bon. Elle ne connaît rien, mais elle me reconnaît toujours comme son enfant. » Et j'attendais rien de plus. La suite a été plus compliquée parce que j'ai une de mes deux sœurs qui ne l'a pas bien pris du tout. Et je ne sais pas ce qu'elles se sont dit, mais je sais qu'elles ont eu une très longue discussion, puisque dès le lendemain, j'ai eu des insultes à n'en plus finir, de l'ordre de « je suis une mauvaise personne parce que je ne leur ai pas fait confiance en leur disant qu'à ce moment-là et pas avant ». Je précise quand même que même si je m'attendais à cette violence,
j'ai fait très attention à ma formulation dans le mail puisque je leur ai bien dit que c'était moi qui n'étais pas prêt. Et en un sens, c'est vrai, parce que j'étais pas prêt à accepter cette violence-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les ponts, du coup. Je leur ai dit que je méritais pas cette souffrance-là et que j'avais pas envie de subir ça, tout simplement. La réponse a été, c'est dommage. Ça m'est toujours un peu resté en travers de la gorge parce que, qu'est-ce qui est dommage que je coupe les ponts pour mon bien-être. Et du coup, c'est un moment qui est un peu triste, mais en même temps, j'étais préparé. Et ça m'a fait du bien de plus avoir la violence, du coup. C'était un sentiment étrange et en même temps, j'étais moi-même, donc j'avais rien à regretter. Ma mère est revenue vers moi 1 mois et demi après. Et j'ai bien reconnu notre relation là-dedans puisque elle n'est pas du tout revenue sur mon coming out. Elle m'a juste demandé si je voulais venir manger un barbecue le week-end d'après. Connaissant ma mère, je me suis dit peut-être qu'elle a réfléchi. Je me dis à ce moment-là, je suis à peu près persuadé que elle veut pas me perdre. Et je me dis, je suis un gros garçon, au pire ça se passe pas bien, je rentre. Donc j'accepte d'aller au barbecue. Et étonnamment, ça se passe bien. Alors au début, c'est un peu drôle parce que à chaque fois qu'elle se trompe de prénom ou de pronom, donc elle dit elle au lieu de il, elle m'engueule. Et moi, je suis là genre, ok, mais je laisse passer. Et je me dis, elle fait des efforts, donc je vais lui laisser le temps dont elle a besoin. Au fur et à mesure, elle se trompe, elle s'engueule elle-même. Donc je me dis, il y a encore de l'amélioration. Et puis, progressivement, elle a arrêté de se tromper. Il y a eu des petites erreurs du style, allez les filles, on passe à table. Et du coup, moi, je rigolais, je disais, d'accord, je vais pas manger alors. Genre, oh. Et donc, ça, au final, ça s'est bien passé. Et ce que je retiens, moi, de ça, c'est que j'ai une bien meilleure relation avec ma mère que ce que j'aurais cru imaginer avoir, parce qu'en fait, maintenant, c'est pas juste une relation mère-fils, c'est une relation entre 2 adultes, où quand il y a un truc qui me déplaît, je lui dis, quand il y a un truc qui lui déplaît, elle me le dit, et moi, je suis super content avec ça. Et je sais qu'il y a d'un regard extérieur, il y a plein de gens qui trouvent ça triste parce qu'on n'a pas une relation fusionnelle, on n'est pas très proches, mais elle fait toujours partie de ma vie et on se respecte et elle me montre aussi que elle m'aime pour qui je suis tout simplement parce que le jour où on a accepté mon prénom à l'état civil, elle m'a invité à prendre l'apéro et juste marquer le coup en fait, et je sais que pour elle ça ne signifie rien, mais elle me montre par des petits gestes qu'elle sait que c'est important pour moi. J'ai fait l'hystérectomie il y a quelques mois, mais juste m'envoyer des messages pour me dire comment tu vas, comment ça s'est passé. Et c'est même pas la question de la transidentité parce que ça on n'en parle pas, mais elle reste là en fait, et elle a cette position de juste, je sais que je suis une personne importante dans sa vie et elle me le montre et moi je suis très content avec ça. Donc en fait on est parti de très loin dans une relation qui était un peu subie de ma part à une relation une vraie en fait, oui c'est ça. Ce premier épisode est à présent terminé. Encore un tout grand merci à nos invités pour cette discussion passionnante. On espère que ça vous a plu autant qu'à nous et qu'on a pu lever le voile sur certains aspects du parcours queer. N'hésitez pas à consulter la liste d'associations dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets abordés aujourd'hui. Et surtout, restez connectés, car on se retrouve très bientôt dans l'épisode 2, où on parlera de la représentation des personnes LGBTQIA+, dans les médias, les luttes en cours et le chemin vers l'acceptation. À très vite!